Mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter le GOTY 2025. Bon ok, le GOTY 2025, je sais pas, c'est peut-être juste dans mon petit cœur d'amateur de RPG, mais c'est clairement le jeu que j'attendais le plus cette année. En ouvrant le carton que m'avait tendu Madame Colissimo, j'avais les mains moites. Et les pieds poites. J'avais été rendu fébrile par la démo que j'avais pu essayer le mois dernier et je n'attendais plus qu'une chose, glisser la galette dans le lecteur et enfin retrouver Estelle, Joshua et les autres dans ce Trails in the Sky First Chapter qui s'est fait attendre. Bref, étant donné que je ne l'ai pas encore terminé, je vais faire ma critique en 2 vidéos, comme c'était le cas pour Trails Through Daybreak. Aujourd'hui, je vais vous parler du gameplay, vous donner mon ressenti, et même quelques petits conseils pour les nouveaux venus. Tout ce qui concerne mon avis sur le scénario et le jeu dans son ensemble, ça attendra que j'ai eu le temps de le finir. Parce que 80 heures de jeu, ça se fait pas en un week-end. Sinon, si quelqu'un connaît l'adresse de la salle de l'esprit et du temps dans Dragon Ball, je suis preneur. Donc, aujourd'hui, c'est Trails in the Sky First Chapter et je vous dis tout après le générique. Petite présentation avant de se lancer dans le vif du sujet. Je risque de répéter certaines choses que j'ai déjà mentionnées dans ma vidéo sur la démo, forcément, puisque j'avais commencé à parler du gameplay. La première vidéo était une base et ici je vais rentrer un peu plus dans le détail. Notez bien que j'en suis pour le moment à une vingtaine d'heures, donc j'ai vu une grande partie de ce que Trails avait à proposer, en termes de gameplay s'entend, mais il est possible qu'il en ait encore un peu sous le coude. Ensuite, je vais pas revenir sur la version française. J'en avais déjà parlé dans la vidéo sur la démo. Dans l'ensemble, elle est de qualité, un travail d'adaptation a dû être fait, et quand on a l'habitude des termes anglais, il faut un petit temps pour s'y faire. Enfin, une chose amusante, c'est le titre. Trails in the Sky First Chapter, ça te fait marrer? Non, c'est pas ce que je veux dire. Petit point rapide, à la base, Trails in the Sky est sorti en 2004 sur PC sous le nom The Legend of Heroes Trails in the Sky, puisqu'il s'agit du 6e épisode de la série The Legend of Heroes, qui a commencé en 1989. Enfin, théoriquement, il s'appelait Eiyu Densetsu Sora no Kiseki, puisque cette version PC n'est pas sortie du Japon. Ça va sans dire, et il faudra attendre la version PlayStation Portable pour qu'il arrive en Occident. Si le 6e épisode et ses suites composent ce qu'on appelle la série des Trails, les 5 premiers The Legend of Heroes n'ont rien à voir. Les 2 premiers épisodes forment une sous-série à Dragon Slayer, les épisodes 3 à 5 sont connus comme étant la trilogie Gagarve, et ils n'ont aucun lien avec les Trails. A partir de là, les épisodes se sont toujours nommés The Legend of Heroes Trails in the Sky 2, 3, The Legend of Heroes Trails from Zero, The Legend of Heroes Trails of Cold Steel et j'en passe, jusqu'à The Legend of Heroes Trails Beyond Horizon qui sort en Occident l'an prochain. Mais là, vu qu'on est sur un remake du premier épisode, il s'appelle simplement Trails in the Sky First Chapter. Et même au Japon, il se nomme Sora no Kiseki The First. La partie The Legend of Heroes a été mise de côté. Ce n'est pas une information qui va faire la révolution, mais je trouvais ça intéressant de le noter. Et donc, tu nous disais c'est le remake du premier épisode. Exactement. Donc si vous avez toujours eu envie de vous lancer dans la série sans savoir par où commencer, eh bien c'est vraiment LA bonne occasion. Surtout que le titre est disponible en physique, en français, sur PlayStation 5, Switch, Switch 2 et PC. Enfin, pour être précis, la version Switch 2 est une mise à jour de la version Switch vendue 1€, donc si vous le voulez en physique, ce sera PlayStation 5 ou Switch. Très rapidement, le scénario, l'aventure se déroule dans le Rhenum de Liberl, 10 ans après un conflit connu sous le nom de Guerre de 100 jours, qui a opposé le petit pays à son voisin, l'Empire géant des Erebonia. Là, on fait la connaissance d'Estelle, la fille d'un héros de la guerre de 100 jours, et notre histoire commence par un flashback. Le père d'Estelle revient un jour avec un jeune garçon évanoui dans les bras, et lui dit « Maintenant, ce sera ton frère ». Retour dans le présent, Estelle et Joshua, c'est le nom du jeune garçon, ont grandi, et ils s'apprêtent à passer l'examen pour devenir des égides. C'est quoi un zégide? Pas un zégide, un égide. Oui, ok, zégide, négide, c'est comme tu veux, mais c'est quoi? Donc un égide. Ah! Du nom du bouclier d'Athéna, c'est une guilde de mercenaires présente sur le continent et qui fait les petits boulots que ne font ni l'armée ni la police. Bref, les trucs que font les héros de RPG japonais. Ça tombe bien, puisque vous êtes dans un RPG japonais et que vous dirigez des héros, donc les choses sont bien faites.
Et je ne vais vraiment pas rentrer dans le détail du scénario aujourd'hui, je dirais simplement que suite à un incident, Estelle et Joshua vont se retrouver à devoir faire le tour du pays, histoire d'une part de résoudre cet incident, de découvrir le monde, de se faire des amis et aussi de parfaire leur formation d'égide. Mais bon, là je ne vais pas m'attarder sur la narration aujourd'hui et je vais passer au gameplay. Trails in the Sky se découpe en chapitres. Il n'y a pas beaucoup de chapitres, mais ils sont très longs. En une vingtaine d'heures, j'ai fait le prologue, le premier chapitre, et le deuxième est en cours. Dans cet opus, chaque chapitre se déroule dans un nouveau lieu, et à chaque fois, le déroulement est le même. Estelle et Joshua arrivent dans une nouvelle région, ils vont se rendre dans la loge locale des Égides pour se présenter, et il va y avoir un tableau avec un certain nombre de tâches qui les attendent. Autrement dit, des quêtes annexes. Ça pourra être des monstres à tuer, des objets à retrouver, des animaux ou des gens perdus, du classique en somme. Les quêtes de monstres à tuer seront là pour vous faire gagner de l'argent et surtout pour vous permettre de vérifier si vous avez le bon niveau pour continuer l'aventure. Les autres seront toujours un minimum scénarisées et elles vous permettront d'en savoir un peu plus sur la localité. Ce remake est d'ailleurs bien fait pour ça puisque, à ma connaissance, vous ne pouvez pas louper de quêtes. Enfin, vous pouvez les louper si vous avancez trop vite dans le scénario, mais elles sont indiquées sur la carte. Pour être précis, la carte est extrêmement bien faite, elle a été simplifiée par rapport aux opus précédents. Ça fait bizarre de dire opus précédent alors que celui-ci est le premier dans l'ordre chronologique. Ouais, c'est un coup à tout confondre. Avant, vous aviez besoin d'équiper certains objets pour voir les ennemis ou les coffres, à présent, tout est indiqué de base. De même, vous avez des losanges rouges, verts et bleus. Les rouges vous indiquent où aller pour suivre le scénario principal. Les verts indiquent une quête annexe. Les bleus indiquent des petites choses intéressantes à ne pas louper, mais rien d'absolument nécessaire. Ça va être le plus souvent un PNJ qui va vous donner un livre ou un magazine. Ce sont des choses qui vont développer le lore. Par exemple, vous allez avoir une série de bouquins qui va parler d'un personnage qui sera mentionné ou qui apparaîtra dans un épisode suivant de la série. Donc, si vous les loupez, il n'y a pas mort d'homme. Par contre, si vous lisez tout, vous saurez. Vous serez aware. Je n'irai pas jusque-là. Les quêtes annexes sont quand même une grande part de l'intérêt des Trails, et celles-ci vont vous emmener aux quatre coins du Rhenum, et en chemin vous allez botter le cul d'un paquet d'ennemis. Et là aussi, le remake donne un bon coup de jeune à cet opus. La prise en main se base sur ce qui était proposé dans Trails Through Daybreak, et c'est un de mes gameplays de RPG préférés. Il mélange tour par tour et temps réel. Soyons rigoureux, vous ne pouvez pas faire toute l'aventure au tour par tour ou en temps réel. De base, c'est du tour par tour. D'ailleurs, les combats de boss se feront obligatoirement comme ça. Par contre, il ajoute une surcouche de gameplay en temps réel. En gros, quand vous vous baladez sur la carte, vous allez croiser des ennemis qui veulent vous faire la peau. Normal. Donc il est hors de question de vous laisser faire et vous allez pouvoir les frapper. Dans ce cas, vous avez un bouton pour donner des coups, un bouton pour faire une super attaque et un bouton pour esquiver. Mais vous pouvez appuyer sur croix pour passer en mode tour par tour. Le mode temps réel n'est pas aussi complet qu'un Is par exemple, mais ça vous permet de varier la prise en main et accessoirement d'être un peu plus actif quand vous affrontez les ennemis de base. Donc vous pouvez faire les combats de base en temps réel ou au tour par tour, ou faire un peu de l'un et un peu de l'autre. Mais le cœur de l'expérience c'est vraiment le tour par tour. Vous avez des points de vie, de magie qui se remplissent en dormant ou en utilisant des objets, et des points de technique qui se remplissent en frappant ou en étant frappés. Les magies à votre disposition dépendent de vos quartz, qui vous permettent d'utiliser des arts orbales. Des arts orbaux. Ah, c'était plus facile quand les jeux étaient en anglais. Bref, les orbes c'est l'équivalent de la magie, de l'électricité et de l'essence dans le monde de nos héros. C'est du greenwashing tout ça. Donc, les magies sont de 7 types. 4 élémentaires, feu, vent, eau et terre, et 3 magies supérieures, temps, cosmos et illusion. Lors des affrontements, ou en brisant des éléments du décor, vous allez tomber sur des sépices, que vous allez pouvoir échanger à la boutique du coin contre des quartz. Les quartz sont un élément, une valeur et un effet. Par exemple, le quartz attaque 1 a un élément de feu, il vaut 1 feu, et il a comme effet de donner plus 5% de force mais moins 5% de défense. Chaque personnage a un orbement dont vous allez devoir ouvrir les différents emplacements afin d'y mettre vos quartz, et vous débloquez des magies en fonction du total de la valeur de vos quartz. Si vous avez 1 feu, vous débloquez boule de feu. Si vous avez 2 feux, vous débloquez flèche de feu. Si vous avez 3 feux et devant, vous débloquez frappe au napalm. Il va sans dire que plus la valeur de la magie est élevée, plus elle coûtera cher à lancer, mais plus elle sera efficace. Le placement aura son importance puisque certaines magies frappent un ennemi, d'autres un emplacement ou d'autres en ligne droite. J'ai rien compris. C'est pas grave.
J'adore ce gameplay, c'est un peu limité au début, mais plus vous avancez, plus les quartz vont avoir des effets intéressants, ou des valeurs plus complexes avec certains d'entre eux qui vont donner 3 feux et 3 vents par exemple. C'est complexe sans être compliqué, et ça permet une personnalisation assez poussée, ce qui est vraiment très plaisant. Et si vous n'en avez rien à carrer, vous avez la possibilité de laisser la machine gérer pour vous. Mais ça serait dommage. Avec tout ça, vous êtes prêt pour vous lancer en combat et la partie tour par tour est, elle aussi, vraiment intéressante. Je le disais un peu plus tôt, vous avez la magie, mais vous avez aussi et surtout les techniques spéciales qui sont des attaques physiques qui vont vous permettre de faire des dégâts, évidemment, mais aussi des effets sur les ennemis, comme leur baisser leurs statistiques, faire plus de dégâts en fonction de votre position, par exemple si vous êtes dans le dos de votre adversaire, et puis surtout, les ralentir. Vous le voyez sur les images, il y a une liste en haut à gauche avec vos personnages et les ennemis, et vous voyez dans quel ordre ils vont agir. Cette liste a son importance, d'une part ça vous permet de savoir qui va agir, et d'autre part vous voyez qu'il y a des petites icônes à côté de certains visages. Ce sont des bonus qui ne sont pas liés au personnage, mais qui sont liés au tour en question, et tout le but des affrontements ça va être d'utiliser des techniques pour jouer sur le tour des personnages, afin de ralentir un ennemi ou lui passer devant, histoire de choper des bonus. Vous avez certes ces actions qui les ralentissent, mais vous avez aussi des super attaques que vous pouvez utiliser à n'importe quel tour, à partir du moment où vous avez au moins 100 points. Et donc je le disais, j'aime vraiment énormément les affrontements dans la série des Trace, qui sont un enchevêtrement de différentes couches de gameplay. La grande force du titre, c'est que tout est très simple à comprendre. Vous allez donc chercher à utiliser les techniques les plus efficaces contre les ennemis, qui vont vous permettre de gagner le plus de tours possible, ou de leur en faire perdre un maximum, tout en bougeant vos personnages sur la carte. C'est le mariage parfait entre le combat au tour par tour classique avec des éléments du tactical RPG. Et avant de passer à mon avis, je vais vous donner rapidement quelques conseils si vous n'avez jamais touché à la série, parce que de prime abord, les Trace c'est assez déconcertant. Personnellement, il m'a fallu plusieurs épisodes avant de véritablement maîtriser le gameplay comme il faut. Jouez comme vous voulez. Oui, ça paraît bizarre comme premier conseil, mais je m'explique. Je trouve que les joueurs vendent très mal la série des Trace, et là je parle de scénario, donc quelque chose que j'ai assez peu mentionné dans cette vidéo. Les fans de la série vont vous dire que vous devez parler à tout le monde, tout le temps, et ça n'est pas obligatoire. C'est préférable, puisque les Trace sont des jeux qui ont un world building incroyable, où chaque PNJ a une vie qui lui est propre. Vous pouvez revenir parler à chaque personnage plusieurs fois dans chaque chapitre, et il ou elle aura quelque chose de nouveau à vous raconter à chaque fois, avec parfois des histoires qui se prolongent dans les épisodes qui suivent. Mais si vous faites ça, vous allez passer 100 heures minimum, voire plus, et vous n'avez peut-être pas des centaines d'heures à lui consacrer. Faites ce que vous voulez. Même en vous concentrant sur le scénario principal, vous aurez déjà de quoi faire. Vous perdrez des informations, mais vous aurez une histoire un peu plus épurée qui se focalisera sur le principal. Mais faites quand même des quêtes annexes. Vous n'êtes pas obligé de faire toutes les quêtes annexes, mais je vous invite à en faire un maximum. Vous gagnerez de l'argent et des objets en récompense, et en début d'aventure, c'est vraiment le meilleur moyen de remplir sa bourse. La plupart des quêtes sont rapides à faire. Vous pouvez suivre le losange vert qui vous indique où vous devez aller, et comme vous avez un système de téléportation, ça n'est jamais un problème de compléter une quête. Il y aura quelques rares cas où il vous manquera un objet. Peut-être qu'il apparaîtra plus tard, peut-être que vous devrez le chercher. Libre à vous à ce moment-là de laisser tomber la quête en cours. Vous n'avez pas besoin de l'annuler, simplement vous ne la finissez pas. Il n'y a de toute façon aucun malus à ne pas faire une quête, même si ça vous permet d'augmenter votre rang en tant qu'égide et donc de débloquer des récompenses bien utiles. Mélangez le temps réel et le tour par tour. Quand j'ai découvert ce système hybride en Trace to Daybreak, j'avais tendance soit à ne faire que du tour par tour, soit à ne faire que du temps réel. Je trouve que mélanger les deux est le plus efficace. Vous n'avez pas de bonus dans Skyforce Chapter comme dans Daybreak, mais vous avez, à mon sens, meilleur temps de commencer les affrontements contre les mobs de base en temps réel, et lorsqu'ils sont dans les vapes, après avoir rempli leur barre d'épuisement, vous passez en tour par tour, vous allez gagner un tour bonus, où vous allez pouvoir faire un combo sur l'ennemi, et tant qu'il reste des tours à vos alliés, vous pouvez comboter l'ennemi sans qu'il puisse réagir. C'est une mécanique dont je n'ai pas parlé plus tôt. Quand vous faites un critique à un ennemi, vous avez la possibilité qu'un autre personnage intervienne et donne un coup bonus. Vous avez une jauge de 5 niveaux. Si elle est vide, vous pouvez simplement faire une attaque complémentaire. Si vous avez au moins 3 niveaux, vous pouvez faire une chaîne avec un autre personnage et vous frapper plusieurs ennemis. Enfin, si vous avez 4 personnages dans votre équipe et la jauge remplie au maximum, vous pouvez faire une union et tous vos personnages frappent plus d'ennemis.
J'ajouterai que si en temps réel vous frappez un ennemi et que vous voyez que sa barre d'épuisement ne se remplit pas, c'est qu'il craint la magie et non pas les attaques physiques. Passez donc Fissa en tour par tour, sinon vous prenez le risque de vous prendre un coup de trop, et dans ce cas-là, c'est l'ennemi qui démarre l'affrontement avec un tour bonus. Les buffs et les debuffs, c'est la vie. Si vous avez joué un Shin Megami Tensei, celle-là vous devez déjà la maîtriser. C'est un peu compliqué en début d'aventure puisque la plupart des buffs ne pourront se faire que sur un personnage. À voir si du multi se débloquera plus tard. J'aurais tendance à dire que, si en début d'aventure vous voyez un ennemi qui commence à enchaîner les buffs, il va falloir le calmer vite fait. Donc, ayez des personnages avec des techniques de debuff, ou prévoyez toujours un personnage qui a la magie qui va bien. Vous avez d'ailleurs certaines techniques qui permettent carrément de voler les bonus des ennemis, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et encore plus que les buffs et les debuffs, si vous voulez rouler sur le jeu, il va falloir apprendre à utiliser les techniques et les magies qui permettent de faire perdre des tours à vos ennemis, augmentez votre vitesse, ralentissez celle des monstres et ils vont passer un sale quart d'heure. C'est trop dur? Faites de l'XP ou baissez le niveau. Oui, c'est un classique, mais si les boss vous mettent une fessée, il y a des chances pour que vous soyez trop faible. Les points d'expérience que vous gagnez dans un donjon sont en fonction de votre niveau par rapport à celui de vos ennemis. Donc si vous gagnez beaucoup d'XP, c'est que vous êtes encore trop faible. Par contre, quand les ennemis ne vous donnent quasiment plus rien, c'est que vous avez le niveau pour mettre une déculottée au boss. Maintenant, il est possible que vous n'ayez pas le bon équipement, les bonnes magies, et en cas de game over, le jeu vous propose de recommencer, voire de recommencer en baissant le niveau du boss. Il n'y a aucune conséquence si vous choisissez de baisser le niveau, et si vous jouez en normal par exemple, vous revenez en normal à la fin de l'affrontement. Faites des achats avant de vous lancer dans un donjon. Ouais, on a pris des mauvaises habitudes avec les années, et même si vos personnages reviennent à la vie à la fin de chaque affrontement, dans Trails in the Sky, vous ne voulez pas que vos personnages tombent au combat, donc pensez bien avant chaque donjon à avoir un bon paquet de potions de soins et de résurrection. Évidemment, vous avez de la magie, mais la magie met plusieurs tours à se lancer, alors qu'un objet s'utilise de suite. Développez vos orbements. Ça va vous coûter cher au début, mais ouvrez dès que possible au maximum vos orbements. Ça va vous donner plus de points de magie et ça va surtout vous permettre d'utiliser plus de quartz. J'aime bien privilégier les quartz qui vous permettent d'être plus efficaces en combat, comme par exemple ceux de temps qui vous rendent plus rapide, ou ceux de cosmos ou d'illusion qui augmentent votre nombre de points de magie, ou diminuent le coût d'activation de vos sorts. Mais là, c'est vous qui voyez. Et tant que je suis à parler d'équipement, soyez toujours à jour dans les armes et les armures. N'hésitez pas à faire un tour dans les boutiques Zorbal pour améliorer l'équipement que vous venez d'acheter. Quelques points d'attaque ou de défense en plus, ça peut faire une différence. J'oublie certainement des choses et je suis sûr que quand je vais mettre la vidéo en ligne, je vais me dire « Ah, j'aurais dû parler de ça !» Donc, si vous voyez des conseils que j'ai oublié de donner, n'hésitez pas à les ajouter. Sur ce, je vais passer vite fait à mon avis. J'avais mis très longtemps la première fois à me lancer dans Trails in the Sky, puisque s'il est arrivé en Occident en 2011, que je l'avais acheté en 2015, eh bien je n'y ai joué qu'en 2020. Je trouve que c'est un jeu génial parce qu'il est à la frontière entre les RPG de l'âge d'or, qui présentent des déroulements assez classiques à base de voyages initiatiques et de passage à l'âge adulte, le genre de choses qu'on retrouve dans des Lunar, des Grandia, ce genre de jeu. Et en même temps, il y a une certaine modernité, autant au niveau de son gameplay que de sa narration. Donc c'est vraiment une aventure que je peux conseiller à n'importe quel type de joueur, que vous aimiez les vieux RPG ou les récents. Je vais faire ici un avis très rapide, je rentrerai plus dans le détail dans la prochaine vidéo. Je suis fan de Trails in the Sky et je le suis tout autant de Trails in the Sky First Chapter. Je ne peux que vous inviter à vous y essayer. Si vous hésitez, une démo est disponible. J'en ai parlé sur la chaîne, j'ai vu énormément de joueurs dire qu'ils avaient été convaincus par cette démo, ce qui fait très plaisir. Bien entendu, Trails First Chapter ne plaira pas à 100% des joueurs. Il est bavard par moments, et même si la quête principale est passionnante, il arrive que les quêtes secondaires soient moins intéressantes. Dans ce cas, je ne vais pas vous dire de zapper les dialogues, mais comme les textes sont en français, il est possible de les lire en accéléré. Ça reste un jeu à scénario, mais la prise en main n'est pas en reste. Cette surcouche de gameplay en temps réel fonctionne extrêmement bien. Elle n'est pas suffisante pour le faire dans son intégralité, mais elle apporte une variation bienvenue. Techniquement, le remake est propre, avec un cel shading qui colle parfaitement avec ce RPG on ne peut plus japonais. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Si vous avez toujours voulu vous essayer à la série, j'espère que vous vous laisserez tenter. Je vous donne rendez-vous dans un futur plus ou moins lointain pour la suite de mon avis. Je m'avance pas trop parce que le jeu est long, et d'ici là, jouez bien à des RPG, que ce soit des Trails, ou bien des Trails.
Alors, instant auto-promo, vous aimez les RPG japonais mais vous avez du mal à suivre l'actualité? Je vous invite à vous abonner à la chaîne parce que tous les derniers lundis du mois, je fais un journal du JRPG. Je reviens sur les annonces des jeux qui sortent en Occident, qui sortent au Japon, qui sortent sur smartphone. Je fais un récapitulatif mensuel de toutes les sorties en Occident et puis même un petit point sur les goodies, en particulier les figurines. Je suis certain que vous trouverez votre bonheur.